nous avons hérité d'un boulet historique que nous traînons. Ce boulet historique, ce n'est pas, ne concerne pas les événements historiques en tant que tels. Je dis bien que le regard que nous avons sur notre passé, sur notre dimension africaine et autres, ne résulte pas des faits qui se sont déroulés dans l'histoire. Non. Ce regard-là découle d'un récit colonial qui a été fait des événements. Et c'est en vertu de ce récit colonial que Aimé Césaire a dit que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, c'est-à-dire des gens capables de défendre le point de vue des lions, eh ben, les histoires de chasse vanteront les mérites des chasseurs, nous sommes dedans. Bon. Mais là où c'est problématique, c'est de voir que, comme le son de cloche, qui est le récit des chasseurs, est le plus métastasé médiatiquement parlant, parce que enseigné même, je dirais, dans les établissements, il s'avère qu'il en résulte une atrophie de notre moi intérieur, une atrophie de notre moi intérieur, parce que nous considérons que avant l'arrivée de l'Europe, l'Afrique n'était que sauvagerie et bestialité, il n'y avait rien, et c'est l'arrivée de l'Europe qui a contribué à apporter les éléments de la civilisation, qui fait que vous avez des gens qui vous disent ouvertement aujourd'hui que le fait que on ait été déporté à fond de cale de bateau d'Afrique vers ici, pour eux c'est même pas un problème, parce que dans le fond, ils ont pu sortir du continent africain. Vous voyez que pour tenir de tels propos, il faut ignorer le fait que durant ce qu'on appelle l'Afrique impériale, c'était le Dark Age en Europe. Le Dark Age que les Français appellent le Moyen Âge. Et les gens viennent nous comparer. L'ignorance, c'est quelque chose. Le Moyen Âge et toutes ces périodes de troubles avec les rois de France qui savent même pas quoi donner à manger à leur peuple, à l'Afrique impériale, où vous avez des empires puissants avec des organisations politiques et des gens qui, des peuples qui se sont organisés et qui ne manquent de rien. Parce que, comme je l'aurais dit à HEC, je pense que celui qui est parti sur un bateau pour chercher une solution à son problème en allant prendre chez les gens ce qu'il n'a pas chez lui, c'est lui qui avait un problème au départ. Parce que l'Afrique n'a jamais quitté, aucun royaume africain a dit nous allons quitter l'Afrique pour aller nous installer ailleurs, parce que ce que Dieu nous a donné en Afrique ne nous permet pas de vivre, on part, on quitte le continent, on va ailleurs. Quel royaume africain qui s'est extradé? Aucun royaume africain, aucun colonialisme africain ne s'est installé pour dire que, et même quand on parle de l'Égypte antique, moi je rigole, quand on vient nous dire que les pharaons entretenaient des mines, donc avaient des mines de turquoise dans le Sinaï, Pharaon avait des mines de turquoise au Proche-Orient. Mais attendez quand même, il y a une chose que tout le monde oublie, quand on a fait les fouilles, les plus anciennes attestations de la présence humaine sont celles de Kimoun, sont celles de Pharaon. Vous voulez que je vous lise l'article qui parle des fouilles réalisées dans la bande de Gaza? Vous voulez que je vous parle de fouilles réalisées en Israël pour montrer quelles sont les plus anciennes constructions? Ce pays a toujours appartenu à Pharaon. Les gens sont arrivés après. Des fois, les gens ont du mal à imaginer que quand nous parlons des pharaons, nous parlons au bas mot du 5e millénaire. Du 5e millénaire. Où les gens ont commencé à prendre position. Ça, ce sont les fouilles de Derling, qui était dans une équipe allemande, qui a dit que, et qui utilise un terme qui dépasse l'entendement. Le colonialisme pharaonique. Mais comment tu fais du colonialisme lorsque tu arrives en premier? Tu arrives au premier, tu fais l'exploration pour voir quelles sont les fouilles, qu'est-ce qu'il y a qui t'intéresse, et tu crées une administration pour pouvoir faire en sorte que ce qui t'appartient, que tu puisses en jouir.
Après, il y a eu les turpitudes de l'histoire, et on vient nous dire que Pharaon faisait du colonialisme dans le Sinaï. Mais il y avait qui avant Pharaon dans le Sinaï? Il y avait quelqu'un? Bon, écoutez, non, parce que c'est là où, vous voyez, quand les gens commencent à raconter des bêtises comme ça, c'est là où je me dis, mais vraiment, il y a des gens qui ont un profond manque de respect. Ils savent très bien qu'il y a eu des fouilles qui ont été faites. Ils savent très bien que les premières traces d'habitation sont celles de l'Afrique pharaonique, mais ils viennent vous dire que Pharaon faisait du colonialisme là où il y avait personne. C'est-à-dire, on invente une définition colonialiste qui n'est pas celle du dictionnaire. Donc il faut quand même arrêter. Bon. Il faut savoir que, en vertu de ce que Boumba Bong a dit, tous les peuples n'ont pas la même culture. Parce que ils n'ont pas le même environnement, ils n'ont pas la même histoire, et ils n'ont pas non plus les mêmes pratiques. Parce que vous savez que l'environnement va influer sur la façon dont, tout simplement, vous allez organiser votre vie collective autour de la chasse, la pêche, l'agriculture. Bon. Maintenant, lorsqu'il s'agit de dire que tous les peuples ont fait l'esclavage, moi je m'élève contre ça. Et j'explique pourquoi. On ne peut pas prendre la définition d'Aristote qui correspond à un environnement particulier et une vision dans un paradigme, c'est-à-dire un cadre intellectuel précis, où on considère pas l'homme comme une parcelle de la divinité, véritablement, et appliquer cette définition aux autres cultures du Sud en disant que tout le monde a fait, tout le monde a pratiqué. Moi, je préfère m'en tenir aux faits et voir véritablement dans l'analyse même qui a été faite des personnes qui ont été sur le terrain à l'époque et qui ont vu un certain nombre de pratiques, est-ce que le récit historique qu'ils donnent est conforme à la réalité? Parce que voilà que dans cette affaire-là, il y a une chose mais qui dépasse l'entendement, voyez-vous, c'est le fait de dire que en Afrique, oui, à l'instar de partout en Europe, il y avait aussi une pratique esclavagiste. Nous allons prendre le temps d'analyser ce point. Si nous prenons le cas des empires et des sociétés détribalisées, donc nous voyons que nous avons ce qu'on appelle les classes sociales. Alors si je prends par exemple ici le cas des sociétés soudanaises de Sénégambie, vous avez donc les guerres, donc première classe sociale, c'est-à-dire la noblesse, et les hommes qui n'ont pas de profession manuelle autre que véritablement l'agriculture, mais qui est considérée comme sacrée. Ensuite, on a les nénios. Les nénios, c'est-à-dire les artisans, les cordonniers, les forgerons, les orfèvres, ce sont des professions héréditaires. Et après, on a les djams. Donc les djams, c'est-à-dire les hommes privés plus ou moins de liberté. Donc on va s'intéresser à ces djams-là, puisque là, en l'occurrence, on voit qu'on arrive déjà dans la dimension qui nous intéresse. Sur cette notion de djam, il y a 3 types de djams. Il y a les djambours, qui sont les serviteurs du roi et qui composent l'infanterie. Alors, qui sont ces djambours? Ce sont des prisonniers de guerre. Vous savez que à certains moments, il y a des rivalités entre empires. Ces rivalités, on essaye naturellement de régler diplomatiquement, mais il est arrivé des fois où la diplomatie ayant échoué, il y a eu l'affrontement. Maintenant, quand il y a eu l'affrontement, quel était le sort réservé aux prisonniers qui étaient tout simplement les guerriers de l'armée d'en face? Eh bien, ces prisonniers de guerre deviennent les possessions du vainqueur. Et donc, ils s'organisent à leur niveau, ils sont commandés par l'un des leurs, et ils s'occupent toujours de l'espace géographique ou du village ou du royaume dont ils avaient la responsabilité avant de perdre le conflit. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient régner même sur des villages qui n'étaient pas toujours le leur, des villages d'un
libres, c'est-à-dire ils gardent leurs conditions de guerriers, tout simplement, mais ils se mettent au service de la couronne qui a vaincu. Donc vous voyez que l'aspect, oui, le captif de guerre devient tout de suite serviteur et compagnie, vous voyez que c'est pas ce qui est dit. Bon. Ensuite, il y a les Diamnegdei, qui sont les serviteurs de la maison, donc d'une façon générale de la maîtresse de maison. Et ceux-là sont considérés comme des membres de la famille, ils sont consultés, hein, ils sont fidèles et respectés, et c'est eux qui s'occupent en fait de l'éducation des enfants, du repas, enfin ils sont dans la famille, ils servent la famille quoi en fait. En réalité voilà un peu le principe. Et les Diamnegdei maintenant, qui sont les serviteurs maintenant au niveau des hommes, des nobles. Alors il faut, pour comprendre ça, se rappeler du film de Christian Clavier, Les Visiteurs, où on avait donc le noble qui avait son gueux, qui était Christian Clavier, qui le suivait partout. Là, on se rend compte que nous serions plutôt dans ce cadre-là, donc au niveau des Diamnegdei, puisque c'est un noble qui a un serviteur. Donc, par exemple, quand il a passé, il est sorti à cheval. Dès qu'il arrive, sa monture elle a soif, il faut l'emmener se reposer, et compagnie. Eh ben, c'est ce serviteur-là qui est préposé à s'occuper de son cheval chaque fois qu'il revient donc de sortie à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a même des représentations de ces Diamnegdei, donc qui s'occupaient du noble qui était un chevalier en quelque sorte, hein, donc qui s'occupe du chevalier. Moi j'ai certaines représentations. Alors maintenant, comment on se retrouvait en position servile en Afrique impériale? Comment on se retrouvait en position servile? Parce qu'il faut quand même comprendre le fond. Il faut savoir que dans les royaumes africains, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de potence, il n'y avait pas de bagne, il n'y avait pas, c'est tous ces trucs-là, on va vous mettre à Alcatraz, on va vous fermer à la prison de machin, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Donc, quand il y a un préjudice grave, il y a un conseil qui se réunit et une décision est prise. Donc ça, on aura l'occasion donc de le voir très très rapidement. Il y a aussi le fait, par tout simplement la famille, d'hériter le statut des parents. Donc les parents étaient déjà en position servile, on est dans cette famille-là, on hérite donc de la situation de servilité. Et enfin, il y a les captifs de guerre qui sont répartis selon les trois catégories de diam qu'on a vu tout à l'heure. Sachant que un empire, par exemple, qui a conquis un autre empire, qui s'adonnait à la pêche, eh ben, les gens vont devoir faire une pêche pour nourrir tout l'empire. Un empire qui a conquis un autre empire, qui s'adonnait à l'artisanat, eh ben, ils vont se charger de faire des tables et des chaises pour tout l'empire. Donc vous voyez que cette dimension historiographique montre que quoi? Montre que l'Afrique, dans sa dimension historique, a évolué comme partout ailleurs. Hein, vous voyez bien que les rois de France, le roi de France n'était roi que de l'île de France, et il y avait des guerres qui étaient des guerres fratricides entre le souverain de Bordeaux, le souverain de Nantes, le souverain de Picardie, de Normandie, hein, et c'est finalement le roi de France qui l'a remporté, tout simplement parce qu'il avait un connétable hors du commun, qui était Gaston du Guesclin, qui était totalement noir, on aura l'occasion d'en revenir dessus, et c'est lui qui possède et qui possédait le Mont Saint-Michel. Parce qu'il y a une chose que les gens ils ignorent, c'est que quand ils vont au Mont Saint-Michel, c'était la maison de connétable qui était noir. Je dis bien noir, charbon, vélo, solex, et qui s'appelait Bertrand du Guesclin. Et c'est lui qui a été guerroyé pour le compte du roi de France et qui a vaincu tout le monde. Il a vaincu tout le monde et il est venu redonner les épées de tous les souverains au roi de France, qui l'a fait connétable de France, c'est-à-dire second du roi après le roi. Et c'est comme ça que pour la première fois, le roi a pu aller au-delà de l'île de France et descendre même dans le sud, puisqu'il avait vaincu tout le monde. Mais on aura l'occasion de parler de Bertrand du Guesclin, parce que toutes les statues qu'on vous montre du type aujourd'hui sont des statues d'un homme blanc.
Et moi, je vous garantis que Bertrand du Guesclin était un noir africain. Voilà. Et ça, on a quand même des preuves précises. Même si toutes ces statues sont trafiquées aujourd'hui et que sa représentation à la basilique de Saint-Denis nous montre quelqu'un qui n'a rien à voir avec son faciès initial, mais nous, il y a des dossiers qu'on sait. Voilà. Et il y a des gens qui sont pas bêtes. Il y a encore des historiens aujourd'hui dans l'Hexagone. Quand ils font le portrait de Bertrand du Guesclin, ils font un noir qui, semble-t-il, était plutôt Bassa du Cameroun. Voilà. Donc, et au Mont-Saint-Michel, qui lui appartenait, j'ai eu l'occasion d'aller voir la librairie officielle du Mont-Saint-Michel et de demander à la dame, est-ce qu'elle a un ouvrage sur Bertrand du Guesclin? Et la dame m'a répondu, non, on n'a rien. J'ai dit, est-ce qu'il y a une carte postale? La dame m'a dit, non, il n'y a rien. Je dis, mais madame, excusez-moi. Bertrand du Guesclin habitait en face, là. Toute cette demeure-là, toute cette grande... c'est l'habitation de Bertrand du Guesclin. Le Mont-Saint-Michel, c'est là où il habitait. C'était chez lui, le Mont-Saint-Michel. Et vous êtes en train de me dire que dans la bibliothèque du Mont-Saint-Michel, il n'y a pas un livre sur Bertrand du Guesclin alors que c'était chez lui? La dame me dit oui. Bon, on aura l'occasion de revenir. Bon, tout ça, c'est des petits dossiers. Donc, voilà que j'appelle à la barre Liliane Crété, historienne française, sur la même problématique. Que dit Madame Crété? Je vous lis Madame Crété, hein. Que les peuples de Sénégambie se vendissent des captifs n'a rien d'étonnant. Leur société était esclavagiste. Je relis la phrase de Madame Crété. Que les peuples de Sénégambie vendissent des captifs n'a rien d'étonnant. Leur société était esclavagiste. Chez les Wolof comme chez les Sérères, la société totalement inégalitaire était divisée en 3 classes distinctes. Au sommet se trouvaient les guerres ou hommes libres, venaient ensuite les néniaux également libres, classe formée d'artisans et de griots, et enfin il y avait les djams ou non libres, répartis en 2 groupes, les esclaves nés de la maison du maître, appelés esclaves de case, et les esclaves nouvellement achetés. Bon, donc, vous voyez, moi, excusez-moi, moi quand quelqu'un fait une intervention comme ça, la première chose que je lui pose comme question, c'est est-ce qu'il peut me citer un endroit où il existe une société inégalitaire, une société égalitaire, pour venir me dire que en Afrique, il n'y a eu que des sociétés inégalitaires. Parce que toutes les sociétés ont des classes. Il y a des nobles, il y a des paysans, il y a des lettrés, il y a des religieux. Toutes les sociétés sont organisées comme ça. La dame, quand elle arrive en Afrique, alors qu'elle trouve exactement la même organisation que les sociétés occidentales, du Moyen-Âge et autres, elle vient te dire que le truc est inégalitaire. Bref. Mais c'est pas tout. Jusque-là, moi, je rigole. Je dis oui, parle. Parce que le problème de fond, c'est qu'il y a un moment, après avoir bien parlé, je connais la documentation, et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu vas te tenir à la documentation scientifique que nous avons tous, ou est-ce que tu vas commencer à délirer? Voilà que Madame Crété dit, en conclusion, bien que l'esclavage fut surtout le châtiment du vol et autres crimes, les captifs comptaient parmi eux bon nombre de prisonniers de guerre. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça rejoint tout simplement ce que je disais et que les annales des explorateurs disent. C'est quoi? Il n'y avait pas de prison, il n'y a pas de bagne, il n'y a pas l'Alcatraz, il n'y a pas la guillotine, il n'y a pas la potence. On ne pend pas les gens. Hein? On note pas la vie des gens quand ils sont condamnés pour des raisons de délit plus ou moins graves. Donc, quand il y avait un délit et l'auteur du délit est jugé par le conseil et les victimes viennent parler, le conseil va délibérer et va condamner l'auteur du délit à une peine de servitude. Une peine de servitude. C'est pour ça qu'elle dit, bien que l'esclavage fût le châtiment du vol et autres crimes, elle le dit elle-même. C'est-à-dire que la personne va devoir réparer le préjudice subi.
C'est-à-dire que, imaginez que un individu, dans une rixe, dans quelque chose, a tué un père de famille. Ce père de famille s'occupait du champ, s'occupait d'animaux, s'occupait de ci, s'occupait de ça. Eh bien, la personne qui est condamnée va devoir s'occuper de la totalité de ce dont s'occupait le père de la famille. Et cela jusqu'à ce que le dernier enfant de la victime ait atteint l'âge de la majorité et se soit marié. Qui fait que si, entre-temps, la personne qui doit subir la peine a des enfants, donc vous voyez qu'il rentre chez lui, il vit sa vie quand même, eh ben les enfants sont victimes de la même peine. C'est-à-dire que l'enfant est tenu d'utiliser une grande partie de son temps pour s'occuper des animaux, amener les bœufs à boire et compagnie. Mais c'est ça, Bitin Babla. Parce que là, vraiment, il y a des choses que je ne comprends pas dans la façon dont on a une mauvaise foi caractérisée. La mauvaise foi, elle est évidente. Et on raconte aux gens des mensonges et des fausses vérités pour leur enlever le sentiment d'existentialité. C'est-à-dire la capacité de dire je suis ce que je suis. C'est-à-dire, voilà, je viens du continent africain. Et je suis fier de le dire. On leur enlève la capacité de dire ça en leur racontant des sornettes. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de bagne. Il n'y avait pas de guillotine. Il n'y avait pas de potence. Quand quelqu'un avait commis un crime, le conseil s'est réuni. La justice a été rendue. La personne est condamnée à subir une peine de servitude. Ce qu'on reconnaît, Madame Crété. La question c'est pourquoi elle commence sa phrase en disant que les peuples de Sénégambie vendissent des captifs n'a rien d'étonnant, leur société était esclavagiste, pour terminer en disant bien que l'esclavage fut le châtiment du vol et autres crimes. Vous voyez pas qu'il y a une évidente mauvaise foi dans la restitution des éléments de l'histoire? C'est ça dont nous parlons lorsque nous disons qu'il faut que les lions aient leurs historiens pour faire en sorte que les histoires de chasse arrêtent de vanter les mérites des chasseurs. Bon. Et elle conclut en disant que les autres types de captifs étaient des prisonniers de guerre. Mais le gars est prisonnier de guerre et il garde le même statut qu'il avait avant de faire la guerre. Mais on ne peut pas utiliser le mot prisonnier de guerre. Puisqu'il était chef de régiment et son royaume a perdu la guerre, il demeure chef du même régiment qui présidait déjà, qui dirigeait déjà avant de faire la guerre. La seule chose qui change, c'est les intérêts pour lesquels il se battait. Dorénavant, il ne reçoit plus ses instructions du roi qu'il défendait et qui a perdu, il reçoit ses instructions du roi qui a gagné. Mais il garde sa condition. Il est captif de quoi? Mais attendez. C'est-à-dire, on prend l'histoire occidentale comme modèle, et même si on ne retrouve pas dans les faits le développement historiographique de ce qui se passe en Europe, on utilise le même vocabulaire pour faire diversion. Voilà, je dis les choses très clairement. Bon. Mais, là où je rigole, parce que moi je suis quand même obligé après, quand un historien fait ça, moi je prends vraiment une petite tisane, un truc tranquille, et moi je commence déjà à rire. Parce que je sais que tu vas devoir à un moment te contredire. Et moi j'attends patiemment que tu te contredises. Parce que tu ne peux pas mentir de midi à 14h, c'est pas possible. Parce que le problème, c'est que toute thèse s'appuie sur des matériaux historiographiques. Et si tu te mets à raconter des bêtises sans avoir de matériaux historiographiques, à un moment, il va falloir quand même que tu sortes les matériaux. Et tout le monde va voir que le matériau ne dit pas ce que tu dis. Et c'est ça qui est arrivé à Madame Crété. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Madame, bon, bref, elle dit que, disons-le, voilà, hein, maintenant, elle poursuit, disons-le, leur sort ne saurait être comparé à celui des esclaves transportés aux Amériques. Mais c'est pas ce qu'elle disait, hein, qu'elle laissait prétendre tout à l'heure. Mais là maintenant, elle, le problème c'est qu'elle est obligée de sortir les matériaux historiques. Donc elle est obligée de nuancer ses propos. Elle-même. Bon. Et c'est comme ça qu'après, à la télévision, on vous dit que Madame Crété a dit que, je dis, mais est-ce que vous avez cité jusqu'au bout le passage? Parce qu'elle a commencé comme ça, mais c'est pas comme ça qu'elle a terminé. Parce que voilà la fin maintenant, elle dit, même si un non libre ne pouvait sortir de la servitude, pas plus que sa descendance, il n'était généralement ni maltraité, ni mal aimé.
Les esclaves de case faisaient partie de la famille. Leurs relations avec leur maître, rapporte un missionnaire, apparaissaient très étroites. Ils mangent presque toujours dans la même calebasse et s'asseyent sur la même couche. Mais attendez, dans les visiteurs, vous avez vu Clavier s'asseoir à table avec le noble? Clavier était au sol et le noble balançait de la viande comme si c'était un chien. Mais là, ce que dit la Madame Crété, c'est pas cette relation-là qui est décrite dans le film Les Visiteurs dont elle parle. Là, vous avez deux individus qui se respectent. Bon, pièce à conviction numéro 25. Maintenant, si je prends Michel Hazard, donc, autre historien, Michel Hazard dit, en parlant du royaume Mossi, donc royaume Mossi qui se trouve donc dans l'espace du Burkina Faso, le captif dispose de sa personne. Il peut se marier et cultiver une terre. Ce n'est pas un objet aliénable. La relation qui s'établit entre le captif et celui qui a autorité sur lui n'est pas sans invoquer celle qui associe une personne ordinaire à son chef de famille. Autre analyse faite par une autre historienne, Béatrice Nzé. Béatrice Nzé prend le cas des Quizicos dans le royaume Nondo. Ceci nous ramène en 1626. Et elle dit que lors de l'élection du roi, il y avait un vote. Donc vote de la totalité du royaume pour choisir finalement le prétendant final. Et elle dit que ces Quizicos qui représentaient soi-disant ceux qui étaient dans la servitude, elle dit que l'importance qu'avaient les Quizicos dans la vie politique du Nondo se laisse apprécier par le fait que leurs supérieurs réunis avec les électeurs proprement dits et les chefs nommèrent le nouveau roi du Nondo en 1626. Vous avez déjà vu des esclaves voter pour le gouverneur de la Guadeloupe quand? Pour venir... Non mais c'est au-delà du réel. Les esclaves à Rome ont participé au vote de l'empereur quand? Quand est-ce que des choses comme ça se sont passées? Nulle part ailleurs. Et là, vous avez donc des preuves formelles que le champ sémantique du mot esclave, tel qu'on l'entend par la définition d'Aristote, n'est pas convenable à la réalité historiographique de la société africaine. C'est pour cette raison que je dis qu'il n'y avait pas d'Afrique, il n'y avait pas d'esclaves en Afrique noire à l'époque impériale. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Il faut arrêter de raconter aux gens des histoires de mer debout. Parce que le problème de fond, c'est que quand on prend les analyses des uns et des autres, on voit que la nature de la relation, qu'entretenait celui qui était dans la servitude avec les autres, ne correspond pas à la définition d'Aristote où on dit que c'est un bien meuble. Vous voyez, c'est un outil de production, un objet animé. Aristote dit que l'esclave est un objet animé, alors que vous voyez qu'en Afrique, on ne porte pas atteinte à son intégrité humaine. Il se marie, il a sa propre gestion, c'est-à-dire son propre patrimoine, qui lui est inaliénable. Et non mais je vous dis, et c'est pas un être maudit comme on sous-tend par la malédiction de Cham, non plus. Et c'est pas un instrument de production, comme dit Ernest Renan. Pourquoi c'est pas un instrument de production? Il y a un seul historien français que j'ai vu aborder les problématiques avec un minimum de sérieux. On fait croire que, sur le modèle occidental, où les Européens sont venus voler des gens en Afrique pour leur faire couper de la canne sans les payer, qu'il se passait la même chose en Afrique. Le problème de fond est lié à la culture africaine. C'est-à-dire, est-ce que la culture africaine autorisait qu'un individu qui n'a aucun lien avec la terre en question puisse venir toucher les fruits de cette terre et se mettre à cultiver? Vous savez que pour qu'une telle chose soit possible, il faut qu'il y ait une relation dématérialisée avec la nature. C'est-à-dire, il aurait fallu que l'Africain ne soit pas quelqu'un qui intègre la création comme étant des... Parce que tu ne peux pas venir dire qu'il est animiste
en disant que tel pied-bois pour lui c'est une divinité, telle terre, tel cours d'eau, tel machin, tout ça, ce sont des divinités pour lui, et venir nous raconter dans la même phrase qu'il peut prendre quelqu'un, il y a un groupe de personnes, et les mettre en esclavage dans le cours d'eau ou en esclavage sur la terre. Tu es obligé de supprimer une des deux possibilités. Soit tu dis qu'il n'est pas animiste et il a fait ça, soit tu dis qu'il a fait ça, et attends, mais c'est pas possible. Tu peux pas dire les deux. Parce que les gens nous prennent pour des imbéciles. Ils viennent dire que l'Africain est animiste, et après ça, ils viennent dire que l'Africain avait 14 millions d'esclaves, comme fait Petré Grenouillot, en train de cultiver dans une traite interne africaine. C'est de la haute débilité. C'est de la haute débilité parce que, pourquoi je dis que c'est de la haute débilité? C'est de la haute débilité parce que il faut enlever alors dans ce cas des analyses préalables qui ont été faites du fonctionnement social, philosophique, spirituel et rituel de l'Africain. Il faut faire sauter ces 4 choses-là avant de venir nous dire que les gars allaient capturer des gens pour les foutre en esclavage en train de cultiver leur manioc chez eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de cimetière. On ne mettait pas les gens au fin fond du village à côté de la décharge publique pour les enterrer. On ne faisait pas ça. Les gens étaient enterrés dans l'espace, dans la terre. Mais la terre où vivaient les vivants terrestres. On ne les mettait pas à côté, ils étaient là. Parce qu'ils représentaient ce qu'on appelle les anges gardiens qui devaient protéger les vivants. Donc quand vous avez les ossements des dignitaires, des gens de votre famille, arrière-grand-père, grand-père et compagnie, enterrés dans votre sol, vous allez prendre des esclaves pour cultiver votre manioc, alors que vous savez que les ossements de votre père sont dans le sol là. Mais il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc, voilà pourquoi, je dis franchement, il y a une seule fois où j'ai vu un historien français, parce qu'il avait vécu en Afrique, il s'est levé et il a dit, il faut arrêter de vouloir plaquer la réalité de l'Europe à l'Afrique. Parce que l'Europe avait sa vision civilisationnelle, mais l'Afrique a eu une vision civilisationnelle totalement opposée à celle européenne. Qui fait que ce que l'Européen fait avec une grande facilité, l'Africain ne peut pas le faire parce qu'il ne partage pas les mêmes idéaux spirituels. Là, j'ai regardé le gars, j'ai dit, voilà un gars, pour la première fois, je peux dire que il y a un gars qui a 2 neurones qui fonctionnent dans son cerveau. Voilà, tout simplement. Parce que là, j'ai dit, lui, au moins, il commence à comprendre un minimum de choses. Donc, le problème de fond, c'est que, d'un côté, vous avez des civilisations africaines qui ont choisi de ne pas mettre à mort ceux qui sont jugés. Mais il y avait quand même des délits. Hein. Il y avait des vols, il y avait vol de bétail, il y avait un certain nombre de choses. Donc, en fonction de l'importance du délit, on peut vous mettre... Donc, vous êtes condamné en servitude pour 1 an, pour 3 mois, pour 25 ans, pour 50 ans, et ad vitam. C'est-à-dire, vous pouvez être condamné aussi pour ad vitam. C'est en fonction de la gravité du délit. Tous les historiens, les Serge Daguet, tout ça, tout le monde avoue que voilà pourquoi et comment on se retrouvait en esclavage en Afrique. Tout simplement, c'était le fruit d'une condamnation. Et la personne qui est condamnée à 50 ans, va avoir un enfant qui va naître. L'enfant va naturellement endosser cette condamnation jusqu'à ce que le délai de 50 ans soit arrivé à son terme. Et après, il va pouvoir reprendre son cours normal. Et vous avez des gens qui sont de l'empire adverse et qui vont intégrer l'empire. Donc vainqueurs, et se mettre au service, mettre leur production, leur réalité existentielle au service de l'empire vainqueur. Alors, comment nous avons encore une preuve que l'historien européen raconte n'importe quoi? Ça voudrait dire qu'il aurait existé un colonialisme africain de la période impériale, donc un colonialisme africain de conquête, avec imposition d'une culture,
Et le même gars qui te dit ça vient te dire qu'au Cameroun, il y a 250 dialectes et 460 façons de voir Dieu. Le problème, c'est le suivant. S'il a existé un colonialisme africain des empires dominants, comment ça se fait que il y a autant d'ethnies, autant de cultures, autant de façons de voir Dieu, comment on peut faire du colonialisme et ne pas obtenir le résultat normal du colonialisme? Parce que moi qui ai subi le colonialisme et qui suis né dedans et qui n'est pas encore terminé avec ce colonialisme-là dans mon pays qui s'appelle la Guadeloupe, je sais quand même de quoi je parle. Donc, il faut pas quand même venir me raconter des histoires à dormir debout.